Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les Néhémies, le podcast où l'on part tous les deux à la rencontre d'entrepreneurs, de leaders, d'artistes chrétiens qui entreprennent dans l'objectif d'impacter le monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de te présenter un tout nouveau profil, celui de Lingen. Un entrepreneur, un coach, un formateur, un conférencier, un professeur, et j'espère que j'en oublie pas. Voilà, il y a énormément de choses, mais toutes ces choses gravitent autour de sa motivation d'aider, d'accompagner les personnes à vivre de leur passion. Autour de ça, il a même écrit un livre dernièrement se nommant Le Guide du blogueur par les éditions Erol. On va d'ailleurs en parler au début du podcast. Et petite précision, je vous le fais gagner. Et oui, enfin quelque chose à gagner. Le livre Le Guide du blogueur, dans l'objectif du coup toujours de vous aider à vivre de votre passion, un livre vraiment intéressant. Alors je ne l'ai pas lu en entier, j'ai eu le premier chapitre pour le moment, mais en tout cas rien que le premier chapitre, je peux vous dire que c'est de la bombe, c'est de la bombe atomique, vraiment, c'est assez complet, c'est pas spécialement que pour les blogueurs finalement, mais pour tous ceux qui veulent créer du contenu, qui veulent aider les personnes, vivre à travers de ça, c'est vraiment un livre très complet, avec des retours d'expérience de lui et d'autres personnes qu'il connaît, des résultats très concrets, des applications très concrètes à mettre en place. Enfin bref, c'est vraiment un livre très intéressant pour le coup, surtout si vous commencez dans l'entrepreneuriat, que vous avez encore pas spécialement de résultats, que vous hésitez même à vous lancer, c'est vraiment un livre pour le coup, je pense, qui est fait pour vous. Et je peux que vous le conseiller, et en plus de ça, vous avez la chance aujourd'hui de l'avoir peut-être gratuitement. Et pour ça, vous avez juste une petite action à mettre en place. Et après, je continue la présentation du podcast. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Alors sur go.lesnéhémies.com, go.lesnéhémies.com. De toute façon, le lien est dans la description. Tu cliques dessus, tu rentres ton nom, ton prénom, ton adresse mail et tu cliques sur « Je m'inscris » tout simplement. Et le tirage au sort sera le 12 mai de tête. Donc essaye de le faire rapidement, je ne sais pas spécialement quand ce podcast va sortir, mais à mon avis, tu n'auras plus beaucoup de temps. Donc une fois que tu as écouté ce podcast, mets-le en pause tout de suite, ça te prend 2 minutes, tu cliques dans la description, tu cliques sur go.lesnéhémies.com, tu rentres ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Comme ça, tu t'inscris à la newsletter et à côté de ça, je te partage du contenu sur du marketing, sur de la psychologie, tout ça dans l'optique d'impacter avec le message de l'évangile. Donc c'est vraiment très intéressant pour toi. Donc dans tous les cas, tu gagnes. Même si tu gagnes pas un livre, tu vas gagner du contenu gratuit. Donc franchement, à ta place, je mettrai en pause et j'irai m'inscrire tout de suite. Enfin bref. Du coup, tu l'as deviné, avec Lingen, on parle de son livre pour commencer, du fait d'écrire un livre, de comment les choses se sont passées, de comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Lui qui a eu un passé assez difficile, où ses 2 parents sont décédés pour le coup, le parcours qu'il a eu pour finalement se tourner vers son blog, comment il a réussi à vivre de son blog, sachant que lui a commencé le blogging il y a très longtemps, où encore en France, quasiment personne ne pouvait en vivre. Voilà comment il a réussi à en vivre, ses sources d'inspiration, les leviers également qu'il a utilisés pour faire grandir son business de façon exponentielle ces dernières années et faire doubler, tripler son chiffre d'affaires de façon vraiment incroyable. Tout simplement, il nous conseille comment démarrer son activité, son projet. On parle de est-ce qu'il faut commencer obligatoirement en tant que freelance avant de commencer un projet entrepreneurial? Est-ce que ça peut être une étape intéressante? Est-ce que chaque personne devrait commencer par des missions de freelance avant de se lancer dans un autre projet? On parle du syndrome de l'imposteur, d'apporter de la valeur aux personnes avec qui on travaille. On parle également de l'argent. Et oui, on parle énormément d'argent. On parle de notre façon de voir, nous chrétiens, l'argent. On parle également de est-ce que le ministère qu'on a est lié avec le fait de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est possible? Bref, des choses vraiment intéressantes. On parle des talents que Dieu nous donne, de comment les exploiter. Il nous donne une information vraiment intéressante sur le fait que pour lui, les paresseux n'existent pas. Et il va nous expliquer pourquoi et comment faire en sorte de ne plus être jamais paresseux du coup. Les clés très simples à mettre en place. Des choses à écrire vraiment simples pour ne plus jamais être paresseux. Comment trouver sa passion, comment se démarquer dans sa thématique. Il nous explique justement comment lui, dans une thématique qui est de vivre de sa passion, qui est tellement concurrentielle, comment il arrive à se démarquer avec un outil
avec une arme propre aux chrétiens, vraiment propre aux chrétiens, qu'on peut utiliser dans tous les domaines de l'entrepreneuriat, qu'il faut prendre conscience, et une fois qu'on en prend conscience, on peut se démarquer d'absolument tous les concurrents et avoir 2-3 milliards de kilomètres d'avance sur tous nos concurrents. Donc vraiment, prends le temps de l'écouter en entier, on en parle juste à la fin. Et puis abonne-toi au podcast sur la plateforme que tu écoutes. N'hésite pas à du coup vite participer au concours sur go.lenehemi.com. On va commencer ma super rencontre avec Lingen. Je t'invite vraiment à te poser, je sais pas si tu es dans le train ou tu écoutes le podcast, mais à te détendre, à prendre le temps de l'écouter. D'écouter chaque partie, parce que pour le coup chaque partie est super intéressante. Il nous partage vraiment du retour d'expérience vraiment super riche. Donc voilà, personnellement ça m'a énormément inspiré, je sais, et je suis vraiment impatient que tu l'écoutes en entier et que tu me fasses un retour sur ce que tu en as pensé. Excellente écoute à toi, c'était Clément pour te servir. N'oublie pas le concours et puis très bonne écoute à toi encore. Allez, ciao. Bon salut Lingen. Salut Clément, ravi d'être là. Comment tu vas? Très bien, merci. Super, moi c'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast NMI. C'est vrai que j'ai entendu parler de toi par Jonathan Pat qui est déjà passé précédemment, je crois il y a 2 mois, un truc comme ça, et qui m'a dit il faut absolument que tu interviewes mon pote Lingen, etc., solopreneur et tout. Et c'est vrai que même je connaissais déjà ton blog, je sais plus, je crois que j'avais dû tomber sur ton podcast parce que ayant un podcast, je sais que t'es pas mal classé quand même sur iTunes, etc., en économie et affaires. Et du coup j'ai vu ça et du coup je me suis dit super opportunité de pouvoir discuter avec toi, et du coup je me suis renseigné un peu, je t'ai envoyé un mail et ça s'est super bien passé quoi. Donc pour vous présenter un peu pour ceux qui connaissent pas, Lingen, donc t'es entrepreneur, blogueur, formateur, principalement blogueur de base, et aujourd'hui tu te concentres vraiment sur ton blog solopreneur où tu coaches des gens, tu formes des gens, tu vends des formations, tu fais des rencontres, des conférences. Et tu fais ton livre, on va en parler juste après. Et est-ce que jusque-là, je suis pas mal? Ouais, merci. Juste un petit coucou à Jonathan qui est vraiment chouette. S'il n'était pas passé, je te l'aurais recommandé aussi. Et donc content d'être là et de pouvoir partager avec tout le monde ma passion de l'entrepreneuriat, ma foi et puis tout ce qui est autour, quoi. C'est ça. Au cas où ceux qui viennent d'arriver, effectivement, on va parler de foi, on va parler de spiritualité, etc. Peut-être que vous l'avez déjà entendu sur différentes interviews. Bon, là, on va avoir une optique un peu plus centrée sur sa foi, sur la source, sur le cœur des motivations, quoi. Très bien. Et puis si on le fait un peu à l'américaine, je suis marié, j'ai 33 ans, j'ai pas encore d'enfant. Ils aiment bien parler de ça. Et c'est vrai que c'est important aussi pour moi, ma vie de famille, ouais. À 33 ans, je dirais que j'ai marqué 32 ans, moi. Ouais, j'ai évolué, on va dire, depuis décembre. En plus, j'ai été perdu, je t'avouerai, parce que sur un site, t'avais 26 ans. Non, c'est vrai. C'était vivre de son blog, je pense. Ouais, c'est ça. Je remette ça, genre. Et du coup, j'ai eu un doute. Peut-être c'est pas le même. J'ai 33 ans, ouais. Ça marche. Alors, normalement, je t'ai bien présenté, mais est-ce que si tu devais te représenter bien sûr. Avec tes talents de futur, comment tu le ferais? Alors, moi, j'ai 3 activités que je fais. Je donne des cours dans des écoles de communication autour du blogging, marketing de contenu. J'aide des entrepreneurs, des entreprises en tant que consultant freelance pour leur community management, leurs réseaux sociaux. Et puis à côté, c'est ça, je forme des particuliers, des gens qui veulent se lancer, à développer leur business, à créer un business autour de leur passion, autour de leur savoir, et utiliser les mécanismes du web comme levier pour vraiment croître. Et en fait, le point commun à tout ça, c'est que c'est le marketing, c'est le web, et ça m'a toujours passionné depuis le début, même si il y a 15 ans, c'était les jeux vidéo plutôt. En plus, puisqu'on est là dans un podcast où les gens comprennent ce qu'on fait, forcément aujourd'hui je vois ça comme un ministère, c'est-à-dire que il n'y a pas de travail et après la vie d'église, c'est que je parle de ma foi, j'essaie de bénir les gens, d'être une source d'inspiration et qu'à travers moi ils puissent se dire aussi qu'est-ce qui fait que Lingen est joyeux, qu'est-ce qui fait qu'il est sympa, qu'est-ce qui fait qu'il est aussi impliqué, s'ils peuvent voir un petit bout de Jésus à travers ma vie, c'est le top du top. Ouais. Effectivement, tu m'as dit que tu parlais beaucoup. C'est ça, avant l'interview. T'as fait tout le podcast en une question. Du coup, ça va être plus court que tes autres podcasts. À la semaine prochaine, du coup. D'accord, super. Et du coup, c'est assez récent, justement, dans tout ça, ce que tu fais de la création de contenu, le blogging, tout ça.
il y a pas encore très longtemps, je sais pas combien de temps ça fait, tu as lancé ton livre du coup, le guide du blogueur avec les éditions Erol. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour quelque chose de plus récent quoi? Alors, moi, je me suis lancé dans mon business à travers le blogging. Il y a 10 ans, je voyais qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog. Et en fait, pour des raisons familiales, suite au décès de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père. Et il fallait que je gagne de l'argent depuis chez moi. Il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il était plus ou moins dépendant. Il avait plus de 80 ans. Et du coup, j'ai démarré avec le blogging avec cette mentalité, je vais gagner de l'argent avec mon blog, je vais monétiser mon blog. J'ai compris par la suite que c'était bien plus large que ça. C'est d'abord être entrepreneur et utiliser le blog comme plateforme pour son entreprise. Mais à l'époque, c'était plus, voilà, j'ai un blog, je veux le monétiser, gagner de l'argent, affiliation, etc. Et donc, il y a une grande passion autour du blogging. Je voulais vraiment partager ça à tout le monde. Je voulais que tous mes amis créent un blog et j'ai créé du contenu. J'ai aidé les gens sur WordPress et un jour, j'ai auto-édité un livre. Donc, avec Amazon, on peut faire ça. On upload un PDF. Notre livre, il se retrouve dans 26 pays dans le monde. Et puis, j'ai vendu 1000 copies de ce livre-là qui, si on parle un peu marketing, c'était un produit d'appel. C'est-à-dire que je vendais ça 4,99 €. Pas pour gagner de l'argent, même si je gagnais 1 €, mais pour que les gens m'ouvrent la porte chez eux. Tu vois, ils reçoivent mon livre, je mets un pied chez eux et puis si un jour ils veulent travailler avec moi, bah, ils ont la possibilité de le faire. Et j'ai vendu 1000 copies comme ça, électroniques et papier en peut-être 1 ou 2 ans. Et j'ai rencontré quelqu'un d'Erol à travers une connaissance. Et j'ai présenté mon livre, ils ont vu de quoi j'étais capable et on a réécrit tout le livre et donc c'était en juin 2017 et depuis j'ai vendu environ 1600 copies du livre. D'accord. C'est un livre que pour le moment t'en es satisfait quoi. Ouais, j'en suis très content. Hein. Le but c'est vraiment ma méthodologie, que j'ai rien inventé, j'ai juste synthétisé ce que les gens savent un peu ou du moins dans le milieu, comment on peut partir de sa passion, créer un blog, parler de sa passion, créer une communauté autour de cette passion et puis commencer à vendre des produits, des prestations, des formations, du coaching, du consulting autour de cette passion. Donc ça résume tout et en plus de ça, quand tu achètes le livre, il y a un groupe Facebook, donc je garde contact avec les lecteurs et ça c'est vraiment top. Ouais. Ça, on va venir après. Mais du coup c'est intéressant comme tu dis, si je résume en gros, le pourquoi tu as fait le livre, c'est vraiment d'apporter une méthodologie à partir de tout ce que tu as appris du coup depuis que tu t'es lancé au niveau dans le blogging. Comme tu dis, c'est quelque chose que tu aimais déjà partager avec tes amis au début. Tu voulais, comme tu dis, je te cite, tu voulais que tous tes amis lancent un blog, etc. Et du coup aujourd'hui c'est un peu la suite logique. Ok, j'ai une méthodologie, maintenant j'ai envie de le partager de façon physique quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que t'aurais imaginé à la base pouvoir le faire de façon physique ou c'est vraiment une suite d'événements qui ont fait que ça s'est passé comme ça quoi? Moi c'était un rêve ado, peut-être c'était le côté un peu tu vois, j'ai lu peu de livres passionnants, mais c'était peut-être les mémoires de je sais plus qui, de Pascal ou de Diderot, je sais plus, des traités. Et je me suis toujours dit j'aimerais bien écrire un livre parce que je crois que j'avais ça en moi. Je savais que je pouvais apporter de la valeur aux gens. Je savais que voilà, que Dieu m'avait donné des dons. Tu vois, je sais pas s'il m'a donné 3 talents ou 5 talents ou je sais pas combien, mais je voulais partager. Donc, cette idée d'un jour écrire un livre, et puis il y a peut-être aussi le côté fier et un peu un peu narcissique aussi de se dire, ok, j'ai écrit un livre. Et donc, comme j'aime bien lire, je me suis dit, ce sera idéal, quoi. Et avec le web aujourd'hui, on a ces possibilités-là de le faire. Donc, pour moi, c'était évident de pouvoir publier ce livre. Donc, j'en suis très content parce que je pense qu'on est dans une guerre de l'attention aujourd'hui sur Internet et que si quelqu'un paye déjà et qu'il a un livre entre ses mains, même si je sais que tout le monde ne le lit pas, au moins il rentre plus profondément dans le truc et j'essaye de mettre du storytelling dedans pour que les gens vraiment prennent le temps de l'apprécier, même les gens qui n'aiment pas lire. Donc ouais, c'est un chouette projet. Ouais. D'accord, ouais, effectivement, il y a une satisfaction de voir, je pense, avoir un livre dans ses mains et de se dire, ok, ça c'est mon livre. Ouais, c'est mon bébé. C'est ça, ouais. Non, ouais, c'est la différence quand tu fais j'imagine un article, t'as une satisfaction, etc. Mais ça doit pas être comparable au fait d'avoir son livre entre ses mains avec une couverture et de se dire, d'imaginer des personnes qui ont ça chez eux dans leur bibliothèque, etc. Ouais. Ça doit être une satisfaction. J'ai l'impression que toi-même t'as envie d'écrire un livre un jour. Non? Si, ouais, carrément, ouais. Okay. Je sais pas encore sur quoi, mais c'est vrai que
l'idée est plaisante quand même, tu vois. Ouais. Et puis c'est la différence aussi d'un podcast où, ce que je parlais avec Jonathan justement là où il était intervenu. La différence d'un podcast, une vidéo ou un article, c'est vraiment tu vois une partie d'une idée. Tu peux pas avoir une partie de A à Z, tu peux pas avoir toute une méthodologie à part si tu fais une formation. Et l'avantage du livre, c'est vraiment tu amènes ton idée de A à Z sur différents angles, différents aspects avec peut-être différents personnes qui ont essayé, etc. Et du coup, l'avantage, c'est que vraiment t'as vraiment un condensé de toute ton idée de base, quoi. Et ça, c'est vraiment la différence d'un podcast ou une vidéo où tu vois juste une petite partie. Donc voilà, donc effectivement un jour pourquoi pas. Mais en fait, il y a aussi le côté accessible, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me connaissent pas qui peuvent me trouver à la Fnac, et puis ça coûte que 15 €, tu vois. Moi je vends des formations à 700 €, à 1000 €, c'est pas accessible pour tout le monde. Donc il y a aussi ce côté, je suis pas là juste pour gagner de l'argent, je veux qu'un maximum de gens trouvent ça. Et puis si un jour tu veux faire un livre, il y a Tim Ferriss là dans Tools of Titans qui est dans la bibliothèque là tout à gauche, donc les gens voient pas, mais en dessous du livre This is Marketing Tools of Titans, parce qu'il y a ta fiancée avec toi. En fait, c'est un condensé d'interviews rééditées. C'est-à-dire que demain, tu pourrais très bien auto-éditer ton livre en prenant 10 interviews, ton top 10, avec des profils et dire, voilà, cette personne a parlé de ça. Donc, ça a peut-être même une valeur ajoutée plus grande, parce que moi dans mon livre je mets il y a des encadrés de gens qui ont contribué pour justement, parce que chacun a une expertise, moi je peux pas être expert dans tout, quoi. Donc ça peut être aussi un format intéressant. Voilà, juste une petite idée. C'est une excellente idée. Ouais. En plus un livre, la personne peut prendre des notes, puis il y a un aspect engageant, on dit à dire j'ai acheté le livre, je l'ai, et donc j'applique en quelque sorte quand même ce qui est marqué dedans. C'est pas toujours le cas, mais il y a quand même un aspect d'engagement derrière la personne qui achète le livre, quoi. Clair. Et justement, tu me parlais de ce côté un peu où tu as toujours voulu partager. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as commencé le blogging. Est-ce que c'était pour toi justement quelque chose qui est né avant le blogging ou qui s'est révélé dans le blogging, tu penses? Moi, je sais qu'au collège, au lycée, très rapidement, j'aimais beaucoup aider mes camarades déjà. C'est-à-dire que je maîtrisais à peine le truc, le concept, que je voulais aider mes camarades. Et j'avais cette satisfaction de les voir, de les aider sur un aspect que même les profs n'ont pas réussi, de faire preuve de pédagogie. Alors il y a certainement le côté un peu égoïste qui est que j'ai envie de me sentir utile et intéressant, donc le kiff de se dire tiens j'ai aidé quelqu'un, mais je prenais vraiment plaisir à voir les gens progresser. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi dès mon jeune âge. De base, ouais. Et même ça s'est décliné parce que tu dis dans un endroit aussi que quand tu étais justement plus jeune, tu as commencé même du blogging, donc tu parlais de voyage, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Mon tout premier blog, c'était un Skyblog où je partageais mon voyage à Londres. Et en fait, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme tu reçois une bonne nouvelle dans la vie. T'as envie d'appeler les gens les plus proches pour partager, tu vois, c'est juste humain. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, tu peux le partager avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Mais la joie, elle est, j'ai envie de dire, elle explose quand il y a des gens avec qui tu peux partager cette joie. Et donc, moi, c'était la première fois que j'allais à Londres. C'était un super projet. J'étais jeune. Je voulais que les gens découvrent ça avec moi. Ouais. Un Skyblog, ouais. Quand j'ai lu justement, je me suis dit, à mon avis, c'était un Skyblog. Ouais, c'est ça. Tu l'as pas dit, mais c'était un Skyblog. Ouais. On a tous eu ça presque. Ouais. D'accord. Et justement, même à ce niveau-là, quand tu étais à cette période, on va dire, moi j'imagine que tu n'imaginais jamais pouvoir vivre d'un blog un jour ou faire du blogging pour en vivre. Et à quel moment un peu tu as eu ce déclic de se dire, ok, petit à petit tu as commencé à faire du blogging. Je crois que t'en as fait plusieurs. Tu en as fait sur Apple, pour les hommes avec Esprit Vif, c'est ça, ouais. Sur différents sujets dans lesquels tu voulais partager, quoi. Et à quel moment tu as eu ce déclic de se dire, ok, j'écris des articles sur différentes thématiques pour différentes personnes, maintenant je peux peut-être essayer d'en vivre, quoi. En fait, j'étais très encouragé par les Américains parce que moi, j'étais là vraiment à la préhistoire. Quand je me suis lancé aux États-Unis, ça commençait à être vraiment connu. En France, c'était encore vierge. Donc, je dis souvent que l'expertise, elle est relative. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir un doctorat en blogging. Si tu en sais plus que 95% de la population française,
t'es déjà un expert parce que tu peux apporter de la valeur aux autres. Du coup, moi j'ai été encouragé par les Américains qui gagnaient de l'argent avec leur blog, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Par contre, j'étais pas très ambitieux. Moi, c'était plutôt ça mon problème. Mais je me suis dit, si eux ils peuvent gagner de l'argent et ils font des choses et moi j'ai les mêmes compétences, je vais faire la même chose. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. Ouais. Parce qu'en plus, comme tu dis, t'étais de la préhistoire en France. Quand tu t'es lancé, je crois quasiment personne vivait de son blog à l'époque. Ouais, il y en avait très peu. Il y en avait à peine, peut-être une poignée, une dizaine. Ouais, c'est ça, peut-être les leaders des thématiques en psychologie, marketing, vraiment les grosses thématiques, quoi. Mais donc à ce niveau-là, c'était vraiment, du coup, t'as dû chercher ton inspiration purement aux États-Unis, quoi. Uniquement même. J'écoutais que des podcasts, je lisais des e-books, j'ai acheté quelques formations. Mais c'était vraiment surtout aux États-Unis parce que c'était plus avancé, parce que j'étais en stage à Shanghai, du coup j'étais dans un environnement anglophone parce que je travaillais dans une start-up australienne et du coup je prenais beaucoup de plaisir à cela. En plus il y avait une mentalité qui me correspondait. Tu sais, moi je suis français d'origine chinoise. Et il y a des trucs que je me retrouve dans la culture chinoise, certains dans la culture française, mais pour ce qui est business, entrepreneuriat, c'est ni l'un ni l'autre qui m'inspirait, quoi. Les Chinois, c'était ouvrir un resto, travailler 75 heures par semaine, puis prendre sa retraite à 50 ans, tu vois, ou 40. Ça m'intéressait pas. Bon, c'était un contexte différent, hein. Les Chinois sont très travailleurs, mais quand ils arrivaient en France, c'était soit ça, soit tu rentrais au pays, quoi. Ouais, donc voilà. Et puis les Français, la France, c'était vraiment pas un pays de l'entrepreneuriat. Le mot start-up n'existait pas il y a 10 ans. Du coup, pour le business, je suis allé chercher aux États-Unis et c'était très bien comme ça. Et aujourd'hui encore, je me forme principalement auprès des Américains. Ouais. Et ça va faire justement combien de temps là que tu vis en fait vraiment, parce que tu vivais pas à l'époque ton truc sur Apple, etc. Ouais. C'était vraiment plus du hobby que. Ouais. Ça fait vraiment combien de temps là aujourd'hui tu pourrais dire tu vis vraiment de ça, quoi. Les choses ont changé quand j'ai commencé à me dire je suis un entrepreneur et pas un blogueur. Tu vois, c'est ce changement-là. Et en tant qu'entrepreneur, la question c'est quelles sont mes compétences et comment je peux répondre à un besoin du marché. Et du coup, j'ai commencé à installer des sites, faire du freelance en community management. Et ça a vraiment fait décoller les choses. Après, le truc, c'est que c'était très irrégulier. Le truc, c'était aussi que je vivais dans un HLM avec très peu de moyens. Mon père avait une petite retraite avant son décès. Donc, je survivais de mon business depuis 5-6 ans, on va dire. Mais c'est à base d'emprunter de l'argent, de pas déclarer ses revenus, du coup tricher. Mais on va dire que mon mariage a tout changé. Voilà, depuis 2017, donc depuis 2 ans, 2017, ça doit être la première année où j'ai fait plus de 30 000 euros de CA. Et du coup, je commençais à vivre de mon activité, mais c'était pas non plus encore au top. Et l'année dernière, en 2018, j'ai doublé, j'ai fait 60 000. Donc là, c'était vraiment devenu beaucoup plus confortable, même si, encore une fois, il y avait des hauts et des bas, des cotisations, tout ça, c'était pas non plus archi serein. Et là, depuis 6 mois, ça a vraiment décollé, quoi. Depuis 6 mois. Donc là, si tout se passe bien cette année, je vais finir à 100 000 euros de CA. Et puis, si j'arrive à faire 100 000 euros de CA cette année, le reste, devient beaucoup plus facile. Je pense qu'il y a vraiment ces étapes. Peut-être 10 000 euros par an, ça devient difficile, mais après, quand tu arrives à faire 30 000, 50 000 et que tu connais les mécanismes, ça devient exponentiel parce que tu connais les bonnes personnes, tu connais les bonnes stratégies. Il suffit juste d'accentuer ce que tu fais. Tu peux jouer sur des leviers comme moi, j'ai un assistant qui est Mamadou, qui est au Mali, qui peut m'aider, que je peux payer. Quand tu gagnes encore plus, tu peux commencer à utiliser la publicité comme levier pour pouvoir multiplier tes trucs. Voilà. Donc ça serait, si je te posais justement la question pour surfer sur ça, ce qui t'a fait justement, les leviers qui t'ont fait pour le coup doubler et qui vont certainement te faire du coup encore grandir, comme tu dis, de façon exponentielle, ça serait quoi? C'était justement le fait d'avoir délégué, c'est ça? Ouais, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au bout d'un moment, en fait, il y a un livre qui s'appelle The Big Leap et il parle de zone of genius et il dit que tant qu'on travaille pas dans notre zone de génie,
on peut pas être suffisamment fort et facturer assez cher. Tu vois, moi, j'ai arrêté par exemple de faire des sites WordPress qui représentaient quand même un peu de revenus parce que c'était pas ma zone de génie. Donc, je pouvais créer des sites, ça m'aurait permis de survivre et il fallait que je le fasse. Hein. Je dis pas aux gens de tout de suite, voilà, vouloir être conférencier international alors que tu sors juste de l'école. Donc, il y a des étapes. Mais j'ai compris que si je voulais scaler, au bout d'un moment, il y a des très bons livres à ce sujet-là. C'est qu'il faut que tu prennes tes clients types qui généralement ont de l'argent, tes clients parfaits, tes clients idéaux, que tu puisses vendre quelque chose de scalable, ok, où tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent dans une certaine mesure, hein, et puis que tu aies un système autour qui puisse appuyer ça et qui puisse faire tourner ça sans que tu sois là. Donc moi, j'en suis pas encore à cette étape-là, tu vois. Si je m'absente pendant un mois, c'est chaud, mais c'est en train de venir. Et donc ça, c'est vraiment ça. En freelance, maintenant, mes clients idéaux, c'est des gens qui font idéalement 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Sinon, ils pourront pas me payer 2, 3, 4 000 euros par mois pour du freelance. Donc quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Avant, j'allais chercher tout le monde. J'allais faire un peu de coaching et de consulting. Alors c'est bien d'être payé 300 euros la demi-journée, mais si t'en fais que 2-3 dans le mois, c'est pas suffisant. Et maintenant, je fais des formations en ligne aussi. Donc là, en ce moment, par exemple, j'accompagne 21 personnes sur une formation que j'ai vendue 700 euros qui s'appelle Partir de rien. Avec les formations en ligne, les gens, ils regardent des vidéos. Donc, j'ai pas besoin d'être là. Ils peuvent regarder les vidéos. Par contre, je fais du coaching en groupe, donc c'est la partie où je peux pas scaler encore, mais c'est aussi ce qui fait que je vends pas ma formation 100 euros, mais que je la vends à 700 euros parce qu'il y a moi derrière. Et puis le support client un peu plus basique, il y a mon assistant qui m'aide. Et depuis que je fais ce type de formation en ligne qui implique du contenu théorique qui peut se consommer tout seul et moi qui viens juste pour du coaching, les vidéos sont plus efficaces que moi parce que les vidéos, je les ai travaillées. Moi, je suis plus efficace que des vidéos sur la partie coaching parce qu'on va échanger et je pense vraiment que c'est une force que j'ai. Et puis, pour les petits trucs qui prennent un peu plus de temps ou j'ai pas le temps de gérer, j'ai mon assistant qui gère. Donc, le but, c'est d'apporter un maximum de valeur sur les différents aspects, les différents besoins du client avec les meilleurs formats possibles. Voilà, je crois que j'ai jamais formulé ça d'une meilleure manière. Je sais pas si tu as compris ou les auditeurs ont compris, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai très bien compris. Okay. Et tu dis un truc intéressant, tu vas me dire. Au début, tu as commencé en tant que freelance en prenant un peu de tout. Mais j'ai l'impression que c'est presque nécessaire au début de passer par ce stade-là. N'importe quel entrepreneur, souvent, commence par un stade de freelance où il fait des missions peut-être où en plus, ça passe souvent par la création de sites, en plus, souvent. Ouais. Je parle du vécu. Avant de pouvoir, afin de générer au moins un peu de revenus, avoir une certaine liberté et après pouvoir se consacrer réellement. Est-ce que tu penses que c'est obligatoire ou alors faire du salariat et directement se lancer dans son rêve, c'est possible? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que le freelance est indispensable quand tu as un potentiel, des connaissances, mais encore peu d'expérience et un faible réseau. Typiquement, si tu as moins de 30 ans, fais du freelance. Pour l'argent, déjà, ça te permet de survivre. Moi, j'ai même été salarié à un moment. Hein. Je t'ai dit, je travaillais pour le sel. Hein. C'était vraiment une superbe expérience parce que c'était suite au décès de mon père, j'ai pu avoir un job. Du coup, j'y suis allé parce que financièrement, j'avais besoin d'un peu de stabilité. Et puis aussi parce que tu gagnes en expérience. Parce que c'est bien beau d'être tout seul entrepreneur, mais travailler en équipe, avoir ton manager et tes collègues qui ont tes méthodes de travail, des manières de penser, c'est très enrichissant. Et puis l'année dernière, je travaillais pour un client qui s'appelle Yann Darwin, qui est dans l'immobilier. De côtoyer des gens qui, comme ça, ont réussi. Non seulement, déjà d'une, ils peuvent te payer, ça c'est bien, mais j'ai envie de dire, ce qui m'a apporté mentalement est bien plus important que ce qui m'a apporté financièrement. Parce que j'ai pu voir quelqu'un d'ambitieux, j'ai pu voir quelqu'un qui avait des aspirations, j'ai pu voir que on pouvait être sympa par exemple et être riche, tu vois, des choses comme ça. Donc ça m'a énormément apporté. Donc j'ai envie de dire, faites du freelance déjà parce que cash is oxygen, tu vois, l'argent c'est l'oxygène, sinon tu respires pas.
parce que tu as besoin d'agrandir, de gagner en expérience. Et puis aussi pour le réseau, parce que Yann m'a permis de connaître Alexandre Ross, qui est aujourd'hui mon client, que j'aurais peut-être pas connu sans travailler avec Yann. Et donc pareil avec Alexandre Ross, j'apprends énormément avec lui et son équipe de choses que tout seul j'aurais mis des années à acquérir. Et donc quand on a moins de 30 ans ou qu'on est peu expérimenté et qu'on se lance dans une passion, je pense qu'il faut absolument générer du cash et gagner en expérience. Mais si tu prends le profil d'un ingénieur en informatique qui a eu 20 ans de salariat, bah lui, du jour au lendemain, tu me le donnes, s'il est motivé, en 3 mois, il vit de son business, quoi. En 1 mois même. Il lui suffit de lui trouver, alors 1 ou 2 clients en freelance éventuellement, mais de lancer des formations, de faire des ateliers, voilà, en quelques mois c'est réglé parce qu'il a une grosse expérience derrière, il a une valeur, une confiance en soi aussi. Ça c'est un aspect qui est important, c'est que quand tu te lances et que t'as pas confiance en toi et que tu as le syndrome de l'imposteur, bah si tu travailles en freelance et que tu as aidé des clients à avancer, bah comme moi quand j'étais à l'école, je pense que je me prenais pour un bon élève alors que j'ai dû redoubler ma seconde parce que j'avais aidé des gens et que ça m'a donné cette confiance en moi qui est de Lingen, t'es peut-être pas le plus intelligent mais tu peux aider des gens donc t'es quand même bon, tu peux apporter de la valeur et donc cet aspect-là est aussi important. Et moi c'est en plus de ça, le prolongement de ça, c'est que c'est une preuve sociale si on parle marketing, c'est que moi si je te dis que j'ai travaillé pour Yann Darwin qui est certainement millionnaire ou en tout cas qui génère des millions, tout de suite on se dit Lingen, voilà, comme le livre quoi, j'ai publié un livre chez Erol, tu vois, c'est une preuve d'autorité et pourtant c'est lui qui a géré des millions, c'est pas moi. J'ai contribué quand même, tu vois, je vais pas non plus faire le faux modeste, mais ça rassure tous mes futurs clients de savoir que j'ai travaillé pour quelqu'un de ce calibre. Mais il y a un truc super intéressant que tu dis, justement, ça donne beaucoup de confiance en soi, genre de découvrir qu'on peut apporter de la valeur aux autres, et ça c'est un gros problème comme le syndrome de l'imposteur. C'est absolument dans tous les domaines entrepreneuriaux quasiment, ou même si tu as des compétences, et je rencontre plein de monde dans ce cas, et puis moi je suis toujours un peu des fois, t'as pas vraiment l'impression que même tes compétences elles vont réellement apporter de la valeur quoi. Et ça tu le réalises comme tu dis que quand tu le fais réellement quoi. Même si on aura beau te dire dans des conférences super bien etc que ce que tu peux faire ça a apporté de la valeur aux gens, tant que tu l'as pas vu concrètement les résultats dans leur vie, dans leur situation, t'en as pas réellement conscience quoi. Et moi je suis que à un stade où je commence à réaliser que mon travail apporte de la valeur, mais c'est vrai que c'est un cheminement, mais c'est pour ça que le freelance, même le freelance, l'étape de freelance, c'est aussi une valeur ajoutée que tu vas pouvoir apporter, l'expérience que tu vas acquérir pour le contenu que tu vas fournir derrière quoi. Exactement, ouais. C'est ça. Et même pour revenir encore à la source, quand tu t'es lancé au niveau de ta foi, au niveau de tes motivations, où est-ce que t'en étais, je veux dire, quand t'as pris tes décisions de commencer à pouvoir vivre de ça, de freelance, de sortir du coup du sel, c'est ça? Ouais. C'était quoi ton objectif derrière dans ta foi? Est-ce qu'à ce niveau-là, t'avais cet objectif de que ça devienne ton ministère? Est-ce que t'avais quand même cet objectif de pouvoir témoigner derrière, ou c'était juste quelque chose que t'as découvert après? Mon expérience avec le sel déjà m'a beaucoup apporté parce que c'était au croisement de 3 choses. Ma passion pour tout ce qui était web marketing parce que je travaillais dans ce domaine-là, ma vie spirituelle parce que c'est quand même une asso chrétienne, et puis la solidarité parce que moi j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens les plus démunis, les plus pauvres. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que il y a pas cette segmentation travail et puis ministère, travail et puis vie d'église, et servir Dieu c'est que à l'église, même si il y a des passages très clairs dans la Bible qui disent qu'on sert Dieu tout le temps, tu vois. Et donc en fait, je sais pas si tu voulais parler de ça, mais on va peut-être parler d'argent petit à petit. C'est que, c'est que après le CEL, j'ai commencé à continuer à servir à l'église et à faire du bénévolat. Je faisais des maraudes avec Agapé Street Paris. On allait dans la rue et on aidait les gens, on discutait avec les gens, on priait pour les gens s'ils le voulaient, et ça nous aidait dans. Du coup, j'étais content parce que c'est toujours quelque chose que je voulais faire. Sauf que je négligeais un peu mon business. Pourquoi? Parce que je me dis, le plus important dans la vie, c'est de rendre gloire à Dieu, de servir Dieu. C'est pas de gagner de l'argent et de penser à soi. Sauf que je commençais à manquer d'oxygène.
mais ma vie d'église et ma vie de bénévole, bon, c'était pas non plus dingue, hein, ça me prenait pas 20 heures par semaine, mais c'était quand même là. Bah, en fait, je passais pas assez de temps sur mon business, ou du moins, j'étais pas assez focus et j'avais pas assez d'intention financière sur mon business, ce qui faisait que bah, je me retrouvais à quoi ok, je bénissais les gens, mais j'empruntais aussi de l'argent à mon frère, à mes amis. Je trichais, je payais pas les cotisations, donc je crois pas que je rendais gloire à Dieu en faisant ça, tu vois. Et donc quand tu faisais la moyenne de ça, bah je pouvais dire ok, j'ai coché les cases, servir à l'église, je fais mes bonnes actions et des choses très importantes, hein, de parler de Dieu à des gens qui sont dans la détresse, mais il y avait cette partie-là qui était pas bonne. Et donc petit à petit, j'ai commencé à comprendre que dans mon business, vu que je suis quelqu'un d'authentique, déjà je commençais à rendre témoignage à des gens. J'ai des clients qui venaient à l'église, par exemple, parce que je leur disais, ils me disaient, par exemple, je pense à une amie, Claudia, qui me disait, c'était une cliente, hein, qui me disait, je suis chrétienne. Bah, j'étais là en mode, ouais, j'ai l'impression qu'elle était plus chrétienne culturelle, comme beaucoup de chrétiens. Du coup, je l'ai invitée à l'église avec son fils. Et là, j'ai commencé à mélanger les deux et j'ai trouvé ça génial. Quand je parlais de ma foi, il y avait de plus en plus de gens qui me disaient, ouais, ça me touche, voilà, je crois peut-être pas en Dieu, mais ça me touche quand même ce que tu dis. Et puis j'ai commencé aussi petit à petit à attirer des entrepreneurs chrétiens et à pouvoir aider un entrepreneur chrétien à bénir d'autres personnes. Ben c'est juste génial, quoi. Je veux dire, c'est comme être un pasteur entrepreneurial, tu vois. C'est-à-dire que voilà, tu aides d'autres à aider, parce que le pasteur, il peut pas changer le monde à lui tout seul, tu vois. Le berger, il peut pas changer le monde à lui tout seul. Donc c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à shifter, et vraiment, c'est en septembre 2018 qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est que je suis allé aux États-Unis à une conférence qui s'appelle Free the Dream de Cliff Ravenscraft, un mentor que je suis depuis mes débuts. 3 jours de conférence sur scène, 90% des intervenants sont chrétiens. 70% d'entre eux sont millionnaires et 100% d'entre eux sont super sympas. Et j'avais l'impression qu'ils avaient une vie plutôt équilibrée. Alors oui, ça n'a pas toujours été équilibré. Et du coup, bah, en serrant la main à ces gens-là qui avaient écrit des livres, qui avaient réussi, je me suis rendu compte que on pouvait être quelqu'un de bien, gagner de l'argent, avoir un impact et servir Dieu. Et là, j'ai commencé vraiment à saisir que bah, déjà l'argent n'était pas quelque chose de mauvais, que c'était juste le résultat d'un travail économique intéressant, et qu'en plus, si tu le fais pour Dieu, c'est top. Ouais, parce qu'en plus, tu en parlais dans une interview, dans l'héritage que tu as eu un peu culturel, pour toi, l'argent, c'était vraiment... mais tu le dis même juste un peu avant, c'était pas vraiment quelque chose de très bon, quoi. Ouais. Au contraire, c'était même... c'était un truc un peu à éviter, pas un truc, voilà, pas vraiment positif, quoi. Ouais, bah il y a le passage biblique, hein, je me souviens jamais de la référence, qui dit que l'amour l'amour de l'argent est mère de tous les vices, quoi. Ou c'est peut-être la version païenne formulée. Je sais pas c'est quoi exactement le verset, mais en gros c'est ça, quoi. Que voilà, il faut pas adorer l'argent. Et en fait, j'avais mal compris ce verset. En fait, il dit que c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. C'est pas l'argent qui est mauvais. Tu vois, tu prends Abraham, David, Salomon, quoi. C'était des gens, ils étaient friqués, quoi. Tu vois, ils avaient énormément d'argent. Et Dieu, il les a bénis, et comme il a pu bénir des gens qui étaient pauvres. Mais ces gens-là, bah, au bout d'un moment, si tu vas avoir un impact dans la vie des gens, il faut avoir un minimum d'influence. Et donc, en fait, j'ai compris que l'argent n'était pas mauvais. Mais c'est quand tu considères l'argent au-dessus de Dieu que c'est mauvais. Et donc, le CEL aussi m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que le CEL, c'est une ONG qui collecte 5 millions de dons chaque année. Et en fait, on a fait des campagnes de crowdfunding. Et je peux te dire que quand quelqu'un faisait 2000 € de dons pour aider un projet dans un pays en Afrique, on était hyper content. Mais l'argent, d'où il a eu, tu vois, il a pas volé. Non, c'est clair. C'était certainement un entrepreneur qui a gagné de l'argent. Et donc, là, j'ai commencé à comprendre que gagner de l'argent, et si tu utilises bien l'argent, c'est un outil de bénédiction. Et donc, j'ai aussi compris que bah, si tu fais un bon travail, si tu as un bon produit, bah, plus tu le vends, plus tu vas aider des gens.
Tu vois, ça a rien de dire moi je fais le business juste pour vivre. Ouais, mais j'ai envie de dire si tu as le vaccin contre le sida, le but c'est quand même de le filer à un maximum de gens, tu vois. Ouais, et donc clair. plus tu gagnes d'argent, plus il y a de gens qui utilisent ton produit, plus tu as aidé les gens. Et donc l'équation elle est très simple. Et ça m'a aussi énormément aidé dans ma réflexion entrepreneuriale, que tant que l'argent n'était pas un objectif mais juste un outil, bah, j'avais intérêt à en gagner pas mal si je voulais aider des gens. Et puis aussi, voilà, si on rentre encore plus dans le détail, depuis mon mariage, avant pour moi l'argent c'était juste pour moi, tu vois. Ouais. Bah, quand tu es marié, voilà, ton ministère c'est de subvenir aux besoins de ta famille. Ma femme, elle n'est pas du genre à s'acheter des sacs Gucci, mais elle veut juste vivre et Normal, oui. avoir une stabilité financière. Donc je me suis dit non, je supportais pas qu'elle souffre parce que son mari gagnait pas assez d'argent. C'était inconcevable, tu vois, je pouvais pas vivre comme ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis peut-être un dernier point, c'est que dans ma mentalité, et ça c'est lié à la culture française et aux médias, et je pense que c'est en partie vrai, c'est que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des gens mauvais, tu sais, c'est les PDG, parachutes dorés, qui licencient, tout ça. Et j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de millionnaires, d'entrepreneurs. Et en fait, j'en ai même discuté. Mon meilleur ami est entrepreneur, il gagne beaucoup d'argent. Et en fait, je me suis dit, mais il m'a dit un jour, mais est-ce qu'il y a vraiment plus de gens bien chez les pauvres? Tu sais, on a cette mentalité chez les pauvres, il y a plus de gens bien, tu vois. Et en plus, c'est vrai parce que moi, quand je faisais des maraudes dans la rue, chez les SDF, bah, il y avait beaucoup de gens qui avaient un bon fond. Mais en même temps, tu vois que ce que tu as envie de voir. Parce que le gars qui braque des banques et qui est pauvre, ou le SDF qui est bourré et qui est peut-être méchant entre guillemets, bah tu vas pas le parler. Donc du coup, tu vas voir que ce que tu vas voir. Et comme tu connais pas beaucoup de millionnaires qui sont des gens bien, bah forcément ton image des millionnaires c'est les films, tu vois, la mafia russe, tout ça, tu vois. Donc les escrocs. Ouais. Le jour où j'ai compris qu'il y avait des gens bien et qui utilisaient bien leur argent et qui restaient humbles, pour moi ça c'était important aussi, l'humilité et ne pas être orgueilleux. Et j'ai vu qu'on pouvait être riche et ne pas être orgueilleux, et bah pourquoi ne pas l'être si ça me permet d'aider un maximum de gens. Il y a même une phrase qui est super galvaudée, que j'ai pas inventée du tout, hein, qui résume bien ça, en gros, l'argent, qui dit que l'argent c'est pas un but, c'est un moyen, quoi. Ouais. Et du coup en gros c'est exactement ça, quoi. T'as deux façons de voir l'argent, du coup j'imagine. C'est que soit tu le vois comme un but ultime, et dans ce cas, tu vas tout faire pour en gagner un maximum, sauf que comme c'est ton but, bah du coup tu vas essayer d'en gagner toujours plus. Ouais. Ou alors tu le vois comme un moyen, et même si t'as peu, tu vas directement l'utiliser pour quelque chose, tu vas directement l'investir dans un objectif, soit être généreux, soit etc., soit investir dans une association, ou soit pour ton projet, etc. Donc c'est vraiment deux façons de voir l'argent. Et mais je comprends très bien ce que tu veux dire, ouais, parce que même dans le milieu chrétien, etc., c'est pas forcément l'argent qui est, parce qu'il y a eu beaucoup de doctrines qui ont été dans les extravagances, etc., où c'était J'ai de la prospérité. c'est ça, voilà. Il y a eu beaucoup de vidéos aussi YouTube qui ont tourné, où c'était vraiment les gens jetaient des billets sur le pasteur. Enfin bref, il y a beaucoup d'extrêmes, et c'est vrai que je réalise qu'on est devenu vraiment réticent à ça, par peur de tomber dans ces extrêmes. Donc c'est sûr qu'on va pas prêcher sur ça le dimanche. On n'en parle pas trop, et si on en gagne, on essaye de le cacher pour pas que trop les gens le voient, sous prétexte de pas vouloir trop choquer, pas vouloir, etc. Ce qui fait qu'on rencontre souvent de personnes qui ont ce dilemme, qui gagnent bien d'argent quand même, mais qui essayent de montrer le minimum pour pas que les frères et les sœurs voient qu'ils ont trop d'argent, etc. quoi. Parce qu'ils ont peur que ça soit mal vu. Alors qu'en fait, même le pasteur, en soi, un pasteur peut avoir peur de s'acheter une belle voiture, parce qu'il aura peur que les gens croient que c'est l'argent des offrandes qui... Ouais. Alors que apparemment leur retraite plus tard est ridicule, et que c'est sûr. Ouais, carrément. Bah surtout qu'en soi le pasteur ne gagne pas d'argent de tout court, quoi. Pas à part s'il travaille à côté ou soit des offrandes, quoi. Ouais, oui. Après il y a des pasteurs qui gagnent. Ils sont salariés. C'est ça, mais c'est que dans une partie, c'est pas dans toutes les églises. Mais en gros voilà. Donc c'est bien ce que tu dis, ouais, c'est vraiment renouer une relation saine, on va dire, avec l'argent, de justement de moyens, quoi. Ouais, pour ceux qui sont un peu tentés par cet évangile de la prospérité, moi mon équation elle est simple, c'est que Dieu au départ il t'a donné un talent, 3 ou 5, tu vois, tu nais comme ça. Je pense que il y a des gens qui ont, voilà. Sauf que si t'as donné un talent, il attend de toi d'en récupérer un autre, que dans ta vie, bah moi je pense à ma mère par exemple.
elle a été malade, elle a été veuve de 2 enfants, elle a vécu en France, elle m'a élevé. C'est l'une des personnes qui a le plus réussi dans ce monde, tu vois, à mes yeux. Elle a autant de succès qu'un Steve Jobs, voire plus, parce que elle a une vie difficile et de cette vie difficile, elle a réussi à faire quelque chose qui est déjà bien, où beaucoup de gens auront déjà abandonné. Mais si moi et toi t'estimes que peut-être tu as reçu 5 talents et quelquefois on aimerait se dire non, en fait Dieu il m'a donné 3 talents, on croit que c'est de l'humilité, tu vois, de dire ça. Non, il m'a donné 3, comme ça tu te mouilles pas trop, tu t'es pas trop ambitieux. Mais peut-être qu'il t'a donné 5 talents. Donc, qu'est-ce que tu fais avec 5 talents? Avec les 5 talents, t'as pas besoin de la bénédiction de Dieu, il te les a déjà donnés. Donc, il faut que tu travailles tous les jours dur, toujours en gardant en tête que c'est Dieu qui t'a donné ces dons et que tout ce qui est là, c'est éphémère et que Dieu les récupère. Donc, t'as qu'à juste faire ton travail. Donc, moi, je fais juste mon travail. Et puis, si tu utilises les dons que Dieu t'a donnés pour faire du bien en gardant Dieu en perspective, mécaniquement Dieu il va tu vas t'enrichir. Et c'est pas parce que tu es un bon chrétien que Dieu te donne de l'argent, mais c'est parce que tu as utilisé ce que Dieu t'a donné. Et donc mécaniquement oui. Et si t'arrive un malheur et t'es malade, t'as un cancer et tout est détruit, en fait t'as quand même accompli ta mission parce que t'as donné le maximum. Donc tu peux te retrouver au SMIC, au RSA, être très pauvre et ne pas t'en vouloir et toujours accepter que Dieu t'a béni parce que c'est juste que ça faisait partie d'une histoire, c'était un scénario que toi-même t'as pas prévu, t'aurais préféré que c'est un autre, mais t'auras quand même collecté tes 5 autres talents parce que voilà, un cancer ça se contrôle pas et c'est pas parce que t'auras été un mauvais chrétien. Ouais. Il y a vraiment dans ce que tu dis aussi une notion de travail, quoi. C'est-à-dire que Dieu nous donne et comme tu dis, on a vraiment une part de travail, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu as réalisé toi ou c'est quelque chose qui était naturel pour toi, culturellement, etc. Toi c'est drôle parce que moi, j'ai toujours considéré que j'étais un gros feignant. Franchement, j'ai toujours pensé que j'étais un paresseux. Ça faisait même partie de mon identité parce que en fait, pour moi, j'étais pas un travailleur parce que j'aimais pas assez l'école et je faisais pas assez mes devoirs en avance. Parce que quand tu as 15 ans, c'est ça le travail. Du coup, je me suis forgé cette identité. Et en fait, quand j'ai commencé à être entrepreneur, je suis devenu le gars qui travaillait 60 heures par semaine, qui voyait plus ses potes. Du coup, la même personne est devenue hyper travailleur ça, c'était assez dingue. Et en fait, je pense que il n'y a pas de paresseux sur cette terre à partir du moment où tu trouves ta passion. Et c'est ça qui est clé. C'est-à-dire que si tu arrives à trouver l'activité, le métier où tu développes tes dons et que tu aimes, tu peux pas être paresseux parce qu'aujourd'hui je préfère faire une vidéo. Là, j'ai ma caméra installée. Je préfère faire une vidéo de vente que de regarder un film parce que ça me procure plus de plaisir. C'est même plus du travail. Du coup, c'est même plus être paresseux ou pas. Il y a plus cette question-là parce que tout ce que je fais, j'essaye de faire ce qui me passionne le plus. Et donc, à partir du moment où ça te passionne, voilà, si tu me dis joue aux jeux vidéo pendant 10 heures, je vais le faire parce que j'aime ça. Tu vois. Mais apparemment, j'aime plus travailler. Je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Parce que moi, pareil, à l'école, etc., j'avais vraiment l'image justement du mec qui fait rien du tout. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était tout l'inverse, comme toi exactement. Genre. J'ai commencé à découvrir que je travaillais même des fois trop, tu vois. Et du coup, ça me fait énormément écho. En fait, ça serait finalement en fait l'objectif de trouver justement sa passion. Et puis après de commencer à travailler, quoi. Et c'est pour ça que c'est vrai, souvent on essaye de nous mettre de se mettre dans des travails qui nous plaisent pas, parce qu'il faut gagner de l'argent. Et du coup, on n'arrive pas à trouver goût au travail, on travaille peu, on essaye de travailler le moins possible et si on travaille trop, on râle pour travailler encore moins. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec Alors que l'objectif en fait, comme tu dis, c'est vraiment de réussir à trouver quelque chose qui nous passionne. Et est-ce qu'aujourd'hui tu auras un conseil justement pour trouver quelque chose qui nous passionne? Ouais, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire, hein. Déjà, c'est de lister tout ce qu'on aime dans la vie. Ouais, tu vois, que les gens se mettent pas la pression avec ma passion. Déjà, liste ce que t'aimes dans la vie. Tu fais une liste de 10 choses que t'aimes.
Après, une fois que tu as fait cette liste de 10 choses, tu fais une liste de 20 et de 30. Parce que tu sais, il y a des choses qu'on s'autorise pas à écrire. Tu vois, j'aime jouer aux jeux vidéo, on l'écrit pas, tu vois. Mais si je te dis de faire une liste de 20 et de 30, là, au bout d'un moment, tu es obligé de le mettre parce que tu n'as plus rien d'autre. Donc déjà, s'autoriser à accepter que tu aimes les choses. Et d'autant plus les auditeurs qui nous écoutent, qui comprennent que c'est Dieu qui nous a créés avec un ADN et avec quelque chose de précis, ce que vous aimez, tant que c'est pas des choses qui vous éloignent de Dieu, tant qu'il n'y a pas de péché dedans, il y a des grandes chances que Dieu le veut et Dieu y adhère même. Okay. Après, il y a une histoire de dosage aussi, tu vois. Si tu joues aux jeux vidéo et que tu négliges ta famille, non, là t'es dans le péché, tu vois. Mais déjà d'accepter ça, tu vois, j'aime des choses. Dieu me bénit dans ses aspirations. Dieu, il n'a pas juste créé des fourmis. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, ma méthodologie avec le blog, c'est très simple. C'est de créer du contenu avec ça. Crée un blog autour d'un ou deux sujets que tu aimes. Donc soit tu dis, ok, moi la natation, c'est vraiment mon kiff. Écris un blog ou fais une chaîne YouTube ou un compte Instagram. Et là, si tu me dis, ah non, finalement, j'aime pas faire ça, peut-être que c'est pas vraiment ta passion. Soit il y a le scénario du j'aime trop de choses, fais un blog et puis tu parles de toutes ces choses-là. Et puis à un moment donné, tu vas voir que j'ai envie de dire, ce qui te passionne, c'est ce que tu as envie de partager aussi, tu vois. Si tu aimes la natation, mais tu aimes juste nager, c'est pas ta passion. Si tu aimes la natation au point où tu as envie de dire à tes amis, comme moi avec le blog, allez nager, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour la santé, ça fait moins mal aux articulations, là, c'est peut-être ta passion. Et là, tu vas vouloir aider des gens. Donc, crée un blog, crée du contenu, une chaîne YouTube où tu peux aider des gens. Et au bout de 5, 10, 20 vidéos, tu comprendras si tu veux encore faire ça ou pas. Moi, par exemple, mon blog Apple, j'ai tenu ça pendant plus d'1 an. J'aimais beaucoup, du coup, je publiais beaucoup, mais c'était pas une passion. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai compris que c'était pas ma passion. Donc, produire. J'ai envie de dire, le meilleur test, c'est de la production. C'est un peu aussi ce que tu disais tout à l'heure, de vérifier ses talents à travers la réalisation de projets. C'est ça, quoi. Faut le transformer en action. Et une fois que, tu vois, c'est comme si là, tu me dis, est-ce que j'aime jouer de la harpe? C'est ce que je vais te dire oui. Mais la vraie réponse, c'est quand je vais vraiment commencer à jouer de la harpe. C'est ça. Donc, mettez en pratique. Aujourd'hui, faites un truc simple, tu vois, même avec les blogs, vous prenez même pas la tête avec ça si c'est trop compliqué. Créez un compte Instagram, publiez des photos vidéos sur ce qui vous passionne, commencez à partager, créer une communauté, attirer des gens et puis voilà. Et si vous voulez créer 10 comptes Instagram sur 10 sujets différents, faites-le. Et là, comme tu dis, le but aussi, c'est de voir sur le long terme, est-ce que ça nous plaît encore, quoi, du coup. Ouais. Parce que comme tu dis, c'est bien de commencer simple, du coup, par exemple Instagram, etc. Et de voir sur 1 ou 2 mois, est-ce que déjà je me fatigue, est-ce que déjà j'ai plus envie de le faire, est-ce que ça me dégoûte déjà, alors que de prendre un trop gros engagement d'un coup sur un coup de tête, de dire allez, je crée une grosse plateforme, 1 mois de développement et puis une application, je l'entends souvent ça. Je vais faire une application mobile sur un truc. Ouais, c'est le pire, je pense. Parce que pour le coup, ça demande énormément de développement. C'est clair. C'est surtout très risqué, quoi, parce que tu peux te retrouver le jour J de l'application, au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu te rends compte que ça te plaisait pas trop. Ouais. Mais c'est même un problème, je viens de voir qu'on rencontre souvent, parfois même quand on s'engage sur des très grosses études, si on a une idée d'un métier, par exemple, qu'on a envie de faire, comme moi j'y étais encore il y a pas trop longtemps, donc je suis encore légitime à parler de ça. Ouais. Par exemple, t'as envie de faire des très grosses études pour te faire un métier, je sais pas quelconque, ingénieur, etc. Et tu finis tous tes diplômes et tu te rends compte, tes premiers jours de travail, qu'en fait c'est pas du tout ce que tu voulais faire, tu vois. Ah, t'es dégoûté là. Et c'est un problème qu'on rencontre souvent. En fait, c'est vraiment, du coup, il y a vraiment une puissance dans le fait de essayer de tester avant de s'engager sur trop longtemps, quoi. Ouais, carrément. Et puis avec Internet, c'est ça la beauté d'Internet, c'est que tu peux tester beaucoup plus facilement qu'avant, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, Internet, c'est vraiment une grosse porte ouverte sur énormément d'opportunités. C'est clair. Et même tu le disais, moi ça me faisait aussi énormément écho. Tu le dis, je crois, sur ton site, etc., que depuis que t'es jeune, etc., ou même comment tu vois Internet, c'est vraiment, t'es passionné d'Internet parce que tu vois vraiment ça comme des opportunités comme pas possible. Et moi, je sais que personnellement, depuis que Internet est arrivé chez moi quand j'avais 14 ans, j'ai tout de suite vu, j'ai passé des heures sur Internet à essayer tout ce qu'on pouvait faire sur Internet de possible et inimaginable, en me disant, waouh, c'est incroyable toutes les opportunités qu'il y avait.
Et encore, il y en avait avant, mais là, il y en a encore plus aujourd'hui. C'est clair. Et donc, ouais, non, c'est une vérité. Et c'est sûr que c'est une mine d'or et je pense qu'il faut en profiter, quoi. Carrément, quoi. J'aimerais surfer sur un point aussi. On parlait de travail et tout ça. Et il y a une question que je me suis posée, parce que le blogging aujourd'hui, c'est vachement concurrentiel, parce que quasiment toutes les thématiques, à part celles qui sont vraiment très nichées, sont toutes abordées par plusieurs personnes qui sont déjà peut-être très bonnes, peut-être déjà même qui génèrent beaucoup d'argent dessus. Et toi, je sais que tu fais partie de ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui font quasiment la même chose. Qu'est-ce qui fait justement que toi, au niveau de ton travail, au niveau de ce que tu apportes, ça fait la différence par rapport aux autres? Puisque on est dans un podcast entre chrétiens, on peut parler de ça. C'est déjà, est-ce que tu as de l'amour pour les gens, tu vois? Si tu as réussi à trouver quelque chose qui te passionne, on a un truc, nous, qui est imbattable, c'est qu'on a l'amour de Dieu et ça, les gens le ressentent. Yes. Tu me sors n'importe qui et c'est pas une guerre, hein, au contraire, moi j'ai envie que tout le monde se convertisse, mais tu me ramènes le meilleur entrepreneur qui fait exactement ce que je fais, tu mets dans une pièce et voilà, chacun donne une conférence où on discute. Je vais être imbattable, je vais être le meilleur. Pourquoi? Parce que j'ai un amour qui vient de Dieu. Et ça, les gens le ressentent. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus introvertis et timides, mais c'est juste pour que les gens comprennent. Et donc ça, les gens comment ils vont le comprendre? Ils vont le comprendre à travers ton regard, à travers ton attention, à travers ton attention auprès des gens qui sont inintéressants. Tu sais, des gens qui sont peut-être à l'arrache. Moi, j'ose espérer que quand je vais à des conférences et tout, parfois j'ai envie de passer plus de temps avec ceux qui sont à l'arrache et qui vont peut-être jamais être mes clients. Sur ça, t'es imbattable. Alors c'est pas ça qui va t'amener à être le plus riche du monde sur le court terme, mais t'as pas besoin d'être le plus riche pour vivre de ta passion, d'une. Donc il y a ça. Et si on parle marketing, comment ça s'exprime? Ça s'exprime en marque personnelle, en personal branding. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es débutant et que tu débarques dans une industrie qui est très prise, ce que les gens vont aimer, c'est la proximité et l'authenticité que tu apportes. Donc il faut un minimum que tu sois bon, mais ça se travaille. Mais si tu arrives à apporter cette envie que les gens veulent venir vers toi, tu vois, c'est un peu comme les églises. Les églises qui ont un bon département accueil ou qui ont un bon accueil, on s'en fiche du mur cassé, de la louange, des musiciens qui jouent pas bien. Si quand tu rentres dans l'église, on t'accueille avec le sourire, avec une sincérité, quelle que soit ta couleur de peau, ton sexe, tes croyances, ça fait toute la différence. Donc, jouez sur ça. Et donc, oui, je disais, pour parler de marketing, va falloir vous mettre un peu en avant. C'est-à-dire que si vous essayez de concurrencer les autres par un très bon nom de blog ou un très bon logo uniquement ou à travers un très bon copywriting et un très bon marketing, vous allez galérer à concurrencer les autres. Par contre, si vous faites des vidéos face caméra, par exemple, sur votre Instagram, vous répondez aux commentaires, dans les emails, vous tutoyez les gens, vous répondez aux commentaires des gens, je pense que dans une société où il y a beaucoup de choses, mais moins de relations peut-être, il y a une force que aucun concurrent peut avoir. Parce que plus quelqu'un réussit, moins il a de temps et moins il a de temps à dédier à la communauté. Il va sous-traiter ça et c'est normal. Même moi, je commence à faire un peu ça. Donc, si on est débutant, on a encore cette possibilité-là qui est précieuse, que personne ne peut avoir. Aucun concurrent de haut niveau. Tu vois, tu prends un Tony Robbins ou je sais pas, un Mark Zuckerberg, il n'a pas le temps pour toi. Et du coup, la personne qui a besoin de passer du temps un à un, peut-être que toi, tu es là pour cette personne-là et tu as besoin de 5, 10, 20, 30, 50 clients pour vivre de ta passion. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est ce que tu dis, c'est super intéressant. Et je le parle aussi avec un autre podcast. Il y a vraiment ce levier qui est l'amour et qui est même un peu compris dans le séculier parce que il y en a beaucoup qui le réalisent, on appelle ça le care. Je sais pas, Oussama Ammar, il en parle pour un truc, je pense que tu connais. Et d'ailleurs, c'est sur ce sujet-là que j'aimerais bien écrire mon livre plus tard. Le rôle du care, de l'amour dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que le problème avec ça, c'est que c'est le seul truc qui est pas scalable, quoi. Ouais. Tu peux tout développer, tu peux payer des mecs pour faire plein de choses, mais il y a un truc que tu peux pas faire,
à part de tomber sur des bonnes personnes, mais c'est de scaler, de développer, de dupliquer la relation 1-1 avec tes clients, quoi. Alors, tu peux pas le faire, c'est sûr, en 1 à 1, mais il y a quand même des éléments qui peuvent te permettre de le faire. Par exemple, moi, j'envoie des colis à mes clients de mes grosses formations. Et je leur offre des petits carnets Moleskine, des post-it, des fiches que j'ai imprimées et tout. Faire 20 colis, c'est pas 20 fois plus fatigant que de faire un colis. Parce que tu vois, tu scales, quoi. Donc c'est possible. Autre manière que je vais utiliser, c'est par exemple mes vidéos YouTube. Alors oui, il y a moins la relation, mais les gens le voient quand même dans tes yeux. Donc tu peux aider un maximum de gens à travers ton contenu. Faire des conférences, les gens sur scène, ils peuvent voir que tu apportes une attention. Et donc ça peut être aussi à travers ton produit et même tes employés, tes sous-traitants. Parce que si tu as des employés, des sous-traitants avec qui tu as véhiculé cet esprit de service, d'être vraiment un serviteur, si eux arrivent à servir tes clients sans passer par toi parce que tu n'as pas le temps, tes clients ils comprennent que ton salarié il est différent des autres salariés. Donc ils peuvent le ressentir aussi. D'accord, ouais, si, je vois. Même après, il y a même coaching collectif, etc., quoi. Ouais. Mais si, ouais, je vois clairement. Il y a même le levier que tu avais dit avant aussi qui marque bien ça dans les vidéos, etc. C'est l'authenticité. Quand t'es authentique, sincère, ça se ressent. C'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast parce que je trouve que c'est le meilleur support pour l'authenticité et la simplicité. C'est vrai que tu le ressens quand tu l'écoutes derrière, quoi. Et t'as quand même ce sentiment aussi quand t'écoutes d'avoir une relation 1-1 avec la personne. Surtout sur le podcast, c'est vraiment quand j'ai écouté tes podcasts un peu. J'en ai écouté quelques-uns, il y en avait 160. 162, je crois. T'as l'impression, et c'est ce que j'essaye aussi de faire, d'être au téléphone avec un pote. Tu sais, donc c'est vraiment ça que j'aime bien avec le podcast. Personne qui écoute, elle se sent vraiment comme au téléphone avec son pote, qui lui donne des conseils simples, qui raconte sa vie et qui explique des choses de la vie de tous les jours, quoi. Mais c'est vrai que c'est un levier super intéressant qu'il faut pas négliger. Faut pas essayer de copier les gros qui sont super, qui peuvent se permettre d'être méchants presque avec leurs clients, d'en avoir rien à faire. Quand tu deviens très gros, tu peux te le permettre parce que t'as pas le choix. Par exemple, les gros opérateurs SFR Free, etc. D'un moment, t'as plus d'intérêt à être super attentif. Mais surtout au début, c'est super important, quoi. Tu peux pas te permettre de copier les gros d'un coup et d'être super méchant. C'est clair. L'idéal, c'est de rester gentil tout le temps. Mais ouais, d'accord, c'est super intéressant. On va pas tarder à conclure parce que le temps, ça passe à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, je vais essayer de conclure rapidement. Aujourd'hui, tes challenges pour les rêves que tu as pour plus tard, c'est quoi aujourd'hui? Les challenges que tu rencontres dans ton quotidien, avec ta famille, dans tes rêves, tout ça. La première, c'est d'utiliser au mieux mes sous-traitants comme Mamadou qui m'assiste. Je suis pas un bon manager, c'est pas forcément le truc que je kiffe. En plus, c'est à distance et pourtant, c'est le seul moyen pour moi de croître parce que je peux pas me permettre de faire encore certaines choses. Donc, plus ma relation avec Mamadou sera bonne professionnellement et dans la délégation, mieux je vais déléguer, mieux ce sera. Et je pense que je peux faire plus 50%. Là, cette année, je vais faire plus 50% par l'année prochaine. Et ça va passer par la délégation. Ça, c'est mon premier défi. Mon deuxième défi un peu plus personnel, c'est mes relations. C'est que depuis que je suis marié, il y a le business, il y a ma femme et puis mes amis. Je les délaisse beaucoup, tu vois. À peine je prends le temps d'aller voir quelques matchs de foot alors que j'aime beaucoup ça, et ça c'est pas forcément un bon témoignage non plus, tu vois. J'ai pas envie que les gens se disent Lingen il est que dans le business. Je pense que c'est une phase, j'avais besoin de cette phase là, tu vois, de prendre de l'élan, mais ça va être aussi un défi. Être disponible, être disponible et passer du temps avec les gens. Et puis j'ai envie de dire c'est les deux gros défis. Il y a peut-être un troisième défi, mais je pense que je l'ai tellement bien cerné que ça arrivera pas. C'est aussi le risque de faire passer l'argent au-dessus de tout, justement, d'être tellement focus sur les résultats et peut-être même d'avoir les chevilles qui enflent. Et donc pour ça, j'essaye de trouver un moyen de croître de manière régulière tout en étant ambitieux
pour pas me retrouver du jour au lendemain avec des millions, quoi. Ça arrivera pas, mais voilà. Donc ça, c'est important aussi pour moi. Parce que si on devient orgueilleux, si on perd l'humilité, je pense qu'on a tout perdu. Parce que devenir orgueilleux dans ton business, c'est le symptôme que en fait ça va pas bien. Ça veut dire que tu fais plus ça pour Dieu, tu le fais pour toi. Et moi, je détesterais, un jour, je me détesterais si je devenais orgueilleux parce que j'ai réussi. Tu vois, j'ai horreur de ça, quoi. Et donc, je veux pas devenir ça. Et moi, mon problème, ça va être plutôt, ok, je veux tellement être humble que je manque d'ambition. Donc, comment être ambitieux et humble en même temps, ça c'est pas facile, mais c'est possible parce que j'ai des exemples aux États-Unis. Voilà, c'est possible et ça m'inspire en tout cas. Ouais. D'accord, super. Ah si, c'est compliqué, ouais. Wow. Et pour une dernière question. Ouais. En général, j'essaye de bien compliquer la dernière question. Vas-y. Et tout résumer. Mais là, ça va, vu que le temps est serré, je vais essayer de faire simple. Si tu te revoyais là, tu te recroisais dans la rue, toi à 20 ans. Si tu te recroisais toi à 20 ans, quel conseil tu te donnerais? Ouais. Si tu devais donner 1 ou 2 conseils grand maximum, quoi. Ouais. Bah en fait, ce qu'on a déjà partagé, hein, je dirais, Lingen, accepte que tu as beaucoup de dons, que tu n'as pas mérité, ça vient de Dieu, et du coup, sois ambitieux avec ces dons-là, en restant humble, et utilise ton temps, ton argent, ton énergie pour rendre gloire à Dieu là où tu es le meilleur. Et évidemment, je me parlerai de blogging, ça n'existait pas encore, mais voilà, de comment devenir entrepreneur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui comprennent pas encore, et c'est normal, tout ce que l'entrepreneuriat web en 2019 implique, les bénéfices, que c'est pas forcément l'image que les médias nous véhiculent, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs potentiels qui devraient se lancer que non. Et parmi les chrétiens aussi, je pense que c'est très important je me dirais pour continuer à répondre à ta question, Lingen, sur le web, il va y avoir de tout. Il y a des entrepreneurs qui vont être malveillants, qui ne croient pas en Dieu, qui véhiculent pas forcément des beaux messages. Et si tu te donnes pas à fond sur le web, après c'est les autres qui prendront la place, quoi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, super, ouais. Wow. Super réponse, ouais, carrément. Et là, du coup, pour les personnes qui voudraient du coup en savoir plus sur toi, ouais. Ils peuvent te retrouver du coup déjà ton livre dans toutes les librairies, la Fnac, etc. J'imagine. Ouais, c'est ça. Alors pas dans toutes les Fnac, faut le commander. Sinon, dans toutes les librairies, il suffit de le commander. Ouais. Donc le livre, le guide du blogueur. Ouais. Sinon, le plus simple, c'est d'aller sur solopreneur.fr. Il y a des liens vers tout. Donc en un mot, solopreneur.fr. Ils peuvent me retrouver à l'église de Joinville chaque dimanche à 10h avec grand plaisir. Donc Joinville-le-Pont, ouais, solopreneur.fr. D'accord, super. Écoute, merci beaucoup pour ton intervention, pour les discussions qu'on a pu avoir, finalement qui n'étaient pas prévues, mais du coup on a tourné sur des sujets super passionnants qui m'ont beaucoup apporté et qui, je sais, vont apporter les personnes qui écoutent, quoi. Écoute, je te dis au revoir et puis merci. Et puis merci encore. Merci Clément, c'était un grand plaisir et à très bientôt. À très bientôt.